Allez, CEO de la compagnie Matière, j'avais un micro aussi en plus, mais bon, c'est génial, il y a plein de micros partout, tu peux le récupérer. Chère Léonie, voilà, sans toi, qu'est-ce qu'on serait sur cette grande scène? Philippe Matière, bonjour. Alors, bonjour. quand on entend tout ça, justement, sur cette Europe, sur la souveraineté, la place de la France, vous, quel regard est-ce que vous portez? Vous êtes implanté partout dans le monde, surtout en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Quel regard est-ce que vous portez sur ça, sur ces échanges? Distant. Distant. Parce que l'Europe, dans mon métier, pas qui est celui des infrastructures de base, hein, moi je construis des ponts métalliques modulaires, hein, donc il n'y a pas plus basique, mais il n'y a pas plus nécessaire. Ah oui, les ponts métalliques. Bah, je peux vous dire que de communauté d'action et de coordination entre Français, il n'y en a déjà pas, donc en Europe, entre Européens non plus, que ce soit au niveau des entreprises ou que ce soit au niveau des financements. On parlait des financements tout à l'heure. Si vous voulez travailler à l'étranger, il est recommandé de venir avec son financement. Sinon, dans un grand nombre de pays, vous risquez de ne pas être payé ou d'être payé en retard. Déjà, quand vous arrivez avec votre financement, il y a des délais de paiement qui parfois sont déraisonnables, mais si vous arrivez sans votre financement, vous risquez de repartir sans votre entreprise. Donc ce que vous dites, c'est pour aller à l'international, il faut de l'argent. Il faut être riche. Il faut être riche. Oui. C'est un luxe. Non, c'est pas un luxe. Mais c'est un luxe qui rapporte quand même. Non. Bien sûr. Ah. Pour nous, ce n'est pas un luxe, ça a été une obligation, parce que le métier des infrastructures en France est en train de disparaître, à 69, et tant d'autres comme ça. L'ennemi, ce sont les infrastructures aujourd'hui, hein, en France. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est un changement sociétal, une évolution sociétale avec laquelle il faut faire. Donc nous, on est parti à l'étranger, mais on était parti à l'étranger assis sur 60 ans de référence en France, et sur l'argent qu'on y avait gagné. Donc aujourd'hui, si on veut garder le nom sur la maison, il faut continuer à aller là où on a besoin de ce qu'on fait, c'est-à-dire là où on a besoin d'infrastructures de base. Comment est-ce qu'on peut parler de l'image de la France à l'international, notamment en Afrique? On entend tellement de choses dernièrement. Est-ce que vous, qui êtes sur le terrain, comment est-ce que est-ce que vous êtes du coup investisseur africain en Afrique, au Moyen-Orient? Est-ce que pareil, vous êtes saoudien, ou est-ce que au contraire, vous avez cette aura française, européenne qui vous porte? L'image technologique de la France est excellente. Vous parlez de l'Afrique, elle est encore plus excellente en Afrique parce qu'on a un véhicule commun avec les Africains, c'est le langage, voire même la formation. Il faut bien savoir qu'il faut découper d'un côté la relation travail, managériale, technique, technologique avec l'Afrique, de la relation qui dans certains pays n'est pas très bonne, diplomatique et politique, surtout diplomatique. Et à partir du moment où vous ne mélangez pas les systèmes, eh ben, ça se passe très bien. Sans tout ramener à ma petite personne, nous on vend des ponts métalliques de secours au Burkina Faso, qui n'est pas réputé pour avoir des relations particulièrement cordiales avec la France au niveau gouvernemental. Pour l'instant, vous savez, les gens dans les ministères auxquels on demande de reconstruire parce qu'il faut que dans 15 jours les camions passent dessus, s'ils ont une bonne relation avec une entreprise française qui les livre correctement, qui les satisfait et aussi en retour qui est payé comme elle doit l'être, bah vous savez, ne se pose pas de questions, ils achètent français. Et quand vous regardez d'ailleurs la réalité des chiffres en Afrique, l'augmentation des exportations françaises vers l'Afrique, 40% dans les 10 dernières années. Oui. 40% de plus dans les 10 dernières années. C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup. Oui. Alors c'est vrai que dans les 10 dernières années, l'Afrique a peut-être acheté 2 ou 3 fois plus. Mais on n'a pas reculé, on a continué à augmenter. Simplement, on est allé vers des pays différents. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il y a un langage universel qui est le langage commercial, l'offre et la demande. Et technique. Et technique, qu'il y a un savoir-faire français qui reste quand même assez unique et très bien exportable. Et reconnu. Mais dans la conjoncture actuelle, on a l'impression quand même qu'il y a un volet politique qui ternit pas mal de relations commerciales aussi, non? C'est exceptionnel. D'accord. C'est exceptionnel et c'est limité dans le temps. Quand effectivement il y a, allez, on va dire un changement brutal dans un pays, bah oui, pendant quelques mois, voire quelques courtes années, il peut y avoir un bouleversement dans les relations. Et puis ça redevient normal très vite, à une condition, c'est qu'on ne mélange pas le militaire, le politique, le diplomatique et les affaires. Les affaires avec un A majuscule. Oui.
Alors justement, parlons d'un autre art qui n'est pas celui des affaires, mais de l'intelligence artificielle. Vous utilisez forcément aussi les nouvelles technologies, vous devez innover en permanence. Non, parce que on innove en permanence sur les produits qu'on propose, grâce aux demandes des clients qui sont là et qui veulent des nouveaux produits, des nouveaux concepts, plein de choses. Mais dans le métier des infrastructures, l'intelligence artificielle, non, ça complique. Ah, ça complique. Ça fait peut-être chic de dire qu'on l'utilise, mais ça fait beaucoup plus cher à la fin. Vous avez des grandes entreprises, dont je ne fais pas partie, qui s'y sont essayées. La Rocadelle 2 à Marseille, par exemple, ou la LGV Nîmes-Montpellier. Ça s'est terminé pour ces entreprises en question par des pertes colossales, parce qu'il a fallu refaire le travail classique et à l'ancienne, une fois que l'intelligence artificielle n'a pas été capable de produire ce qu'on attendait d'elle. Ah, donc ce que vous dites, c'est que c'est un secteur où l'intelligence artificielle retarde plus que ne fait évoluer. Parce que pour l'instant, elle n'est pas encore interpénétrée avec notre métier, ou plutôt notre métier n'est pas interpénétré avec l'intelligence artificielle. Ça viendra sûrement, oui. Mais en tout cas pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais vous êtes quand même dans l'innovation. Ah ben heureusement, sinon on ne serait plus là. Évidemment. Et justement. Et il ne faut pas penser aller à l'export. Je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas penser aller à l'export si on ne part pas avec une certaine sécurité financière. Important. Mais il ne faut pas aller à l'export si vous voulez, pour mon métier par exemple, faire des ponts comme les Chinois. Si vous voulez faire les mêmes ponts que les Chinois, ils les feront moins cher que vous. Si vous n'amenez pas de l'innovation, si vous n'amenez pas de l'originalité, si vous voulez faire le Me Too Bridge ou livrer la Me Too Car, eh ben, c'est pas la peine. Je ne pense pas. Quel regard est-ce que vous portez sur cette Europe des industriels? Aujourd'hui, les industriels européens sont en pleine révolution, justement. Et les crises accélèrent l'histoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un moment charnière ou est-ce qu'on n'a pas pris le train assez rapidement? Je pense que pour l'instant, il y a des secteurs qui, de par la technologie, génèrent des coopérations obligatoires entre des grandes sociétés de plusieurs nations. L'espace, la recherche sur les batteries, tout ce qui est technologie véritablement d'avance. Encore une fois, moi je suis modestement dans les infrastructures de base. Et même dans les infrastructures de base, il faut amener de l'innovation. Ben, je peux vous dire que là, c'est chacun pour soi. Et déjà, j'entendais une personne qui m'a précédé tout à l'heure se réjouir d'accueillir des stagiaires américains. Eh ben, c'est pas des stagiaires, c'est des chercheurs. Oui. C'était Antoine. Ouais. Il a du courage ou un peu d'inconscience parce que moi je les accueillerai pas chez moi. Hein, parce que les Chinois et les Américains, il n'y a qu'une chose qu'ils pensent, c'est piller ce qui existe ailleurs pour aller le fabriquer chez eux. En tout cas dans mon métier. Parce que je ne peux parler que ce que je connais. Donc, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que c'est bien l'Europe, mais dans certains secteurs comme typiquement le vôtre, bah, d'abord vous êtes en concurrence avec les 27 et après avec le reste du monde, c'est ça? On est d'abord en concurrence avec le reste du monde et de temps en temps avec quelques entrepreneurs qui se hasardent encore à aller faire des infrastructures à l'exportation. Et il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Bah, c'est en tout cas une belle analyse de la situation. Merci beaucoup Philippe Mathière. Je rappelle CEO de Mathière. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et on accueille Thierry Georges qui me rejoint, directeur général d'Oxus et président de Phonetic. Philippe, venez par ici, pardon, excusez-moi, pour signer le tableau. Merci Philippe Mathière. Et Thierry, installez-vous. Alors, directeur général d'Oxus et président de Photonics France. Un mot sur la société? Alors Oxus, c'est un fabricant de lasers pour l'instrumentation optique. Alors cet après-midi, on a beaucoup parlé de la place de la France, de la souveraineté. Vous faites 70% de votre chiffre d'affaires à l'international et vous êtes le leader en termes de savoir-faire justement de ce secteur. Comment est-ce qu'on arrive à ce niveau d'excellence? Alors quand on lance une société de zéro, on a énormément de handicaps par rapport aux sociétés qui existent. Donc si on n'a pas au moins l'ambition d'être le meilleur, c'est pas la peine d'y aller. Voilà. En tout cas. Mais qu'est-ce qui vous distingue moi, des autres? Je sais pas faire. Donc, qu'est-ce qui nous distingue? C'est que moi, cette société, je l'ai remontée après une première société qui avait bien marché techniquement. On a même fait des ventes. On a été balayé par la bulle des télécoms. Donc, j'avais un peu de temps pour réfléchir. J'ai été dans les labos et j'ai regardé un peu toutes les segmentations qui existaient. Et il y en a plein qui étaient sympas, mais qui ne faisaient pas vibrer. Et puis je suis tombé sur un petit laser bleu qui était fabriqué par une petite pile de composants. Et puis je me suis dit,
c'est ce concept-là qui va marcher. Faire des lasers en assemblant des composants plutôt qu'en les mettant les uns derrière les autres, je dis c'est ça qui va tout changer. Et alors, moi, je ne suis pas experte. ouais. À quoi ça sert dans la vie de tous les jours, pour ainsi dire, la photonique? Alors, je vais revenir dessus, mais je vais d'abord vous expliquer mon affaire. Oui, cette histoire d'amour, Non, racontez-moi. la photonique, c'est quoi? Alors déjà, c'est quoi la photonique? C'est un système avec une source de lumière, Ouais. une propagation, une interaction avec l'environnement et puis un détecteur derrière. Alors les premiers systèmes photoniques sur Terre, c'est le Soleil qui éclaire la Terre, les éléments sur la Terre qui diffusent, et puis c'est les yeux des animaux, des premiers animaux qui étaient sur la Terre, qui détectent cette lumière, et le cerveau qui traite derrière. C'est un très beau système photonique. On n'était pas là, et la photonique existait déjà. Et ça, ça permet de mesurer les vivants. C'est-à-dire que nous, on interagit ici essentiellement avec la photonique. Moi, je vous vois grâce à la lumière qui vous éclaire, et puis que je vous vois. Et j'apprends beaucoup de choses. Et dans ce système de laser, qu'est-ce qui vous fascine? Alors, le laser, c'est une source de lumière. Voilà. Oui. Au lieu d'avoir une LED, au lieu d'avoir le soleil, c'est une source de lumière qui est particulière, qui est bien meilleure dans beaucoup de caractéristiques. Et c'est ces caractéristiques qu'on va utiliser pour faire de la métrologie. Alors, il y a des dizaines de types de lasers. Un laser pour découper de la matière, un pour texturer, un pour mesurer les ondes gravitationnelles, par exemple, où il faut mesurer des choses extrêmement précises. Un autre laser qui va permettre de faire de la mesure de temps extrêmement précis. Ouais. Voilà, on crée des sources de lumière en fonction de l'application. Voilà. D'accord. Et alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les industriels qui, justement, utilisent la photonique qui est dans tous les domaines de l'industrie? Alors aujourd'hui, la photonique, elle est déjà présente dans l'industrie. Partout. Par exemple, Partout. presque, oui, elle est déjà présente partout. Ouais. Dès que vous avez un écran, ça fait déjà photonique. Voilà. Alors, ça va souvent un peu plus loin que ça. Elle est présente par les services qu'on utilise. On utilise les télécommunications. Les télécommunications, aujourd'hui, c'est de la photonique. Oui. Évidemment, l'éclairage. Comment ça va évoluer maintenant? Parce que justement, voilà, elle est partout. Comment ça va évoluer? Comment vous le voyez? Alors, avec un potentiel énorme, parce que la photonique, c'est plein de briques technologiques. Comme j'ai dit, il n'y a pas un laser, il y a des dizaines de types de lasers. Et au fur et à mesure, il y a une application qui a besoin d'un type, d'un produit. Si cette application a un volume suffisant, elle est capable de financer son développement. Et une fois que ce composant photonique est disponible, il est utilisable par tout le monde, même si on a une application à très faible volume. Et c'est ça qui est peut-être un peu compliqué pour un industriel qui ne connaît pas la photonique. L'industriel, il est dans l'automobile, il est dans la santé, il est dans toutes ces applications finales. Il ne connaît pas la photonique. Et donc, il ne va pas tilter quand il y a un composant qui arrive. D'accord. Et donc, cet industriel, il va devoir s'appuyer peut-être sur les PME, sur les ETI de la photonique. Alors, il ne les connaît pas. Je dirais, s'il ne les connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter Photox France, la fédération de la photonique. Et cette fédération, elle englobe les industriels, elle englobe les scientifiques, les clusters. C'est quoi? Il y a un savoir-faire français ou européen qui rayonne à l'international, comme vous? Alors, c'est clair que, de toute façon, la photonique, c'est souvent une succession de marchés de niche. Alors, il commence à y avoir des gros marchés, il commence à y avoir des sociétés de photonique qui font plusieurs milliards de chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas énorme au niveau mondial, mais ça commence à devenir sérieux. Mais c'est quand même essentiellement de niche. Donc, la photonique, c'est essentiellement un secteur pour les ETI. Et donc, on ne les connaît pas forcément. Et ces sociétés ont chacune un peu de savoir-faire. Et ce savoir-faire, il est quand même très fort en France. Il est très fort en France parce qu'on a les meilleurs labos. On a, tous les 2 ans, on a un Nobel français, et ce Nobel, il est dans quel domaine? Il est dans le domaine de la photonique. Donc c'est vraiment un des secteurs où on est très très fort. Donc on a d'excellentes formations. Les ingénieurs ou les docteurs qui sont issus de nos écoles sont très bons. Moi, j'ai travaillé un peu aux États-Unis. Ils adoraient les ingénieurs photoniques en France. La formation est très large. Parce quand on fait de la photonique, il faut être bon en optique ou en photonique, mais il faut être bon aussi dans d'autres domaines. Et il n'y a qu'en France où on a des formations aussi larges. Donc et on continue à innover en France, c'est ça qui fait notre différence? Alors on continue à innover en France. On mise sur la recherche? Tout à fait, et la recherche reste très bonne. Et il reste toujours ce gap entre la recherche et les sociétés. Alors c'est un gap qui commence
Oui. à se combler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans les labos qui disent j'ai fait une belle manip, je veux en faire un produit. Et aujourd'hui, peut-être le frein, c'est le financement. Et la photonique est considérée aujourd'hui comme une technologie stratégique pour la France. Donc, il y a un contrôle des investissements étrangers. Et aujourd'hui, malheureusement, avant de protéger les sociétés, on les empêche d'avoir accès au financement. Et donc là, il y a sûrement une barrière à casser. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des belles idées. Alors, quand on fait du quantique, tout ça, on va trouver de l'argent. Mais si on veut travailler dans un domaine un peu moins connu, il n'y a pas trop d'investisseurs français. Il y aurait peut-être des investisseurs étrangers, mais on ne les laisse pas investir dans les sociétés françaises. Donc, au lieu de protéger la souveraineté, finalement, on la bloque. Donc là, il y aurait sûrement un peu de choses à faire. Peut-être faut faire un phénomène de mode avec la photonique, non? C'est une mode qui ne va pas se démoder, je vous garantis. Donc la photonique, c'est très bien. Il y en a encore pour très longtemps. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. C'était très intéressant. Thierry, Georges, donc misez sur la photonique, on l'a dit. Je vous raccompagne pas. Vous partez sur ma gauche, par ici. Vous venez me voir. Si vous avez souci de photonique, vous venez voir et je vous trouve une solution. On aimerait bien voir comment ça va se passer. Merci beaucoup.